La Bavière. Des paysages diversifiés et des perspectives insoupçonnées. Innover en matière d'architecture. Faire revivre des techniques de production tombées dans l'oubli. Protéger l'environnement et élever les esprits grâce à l'art. Les hommes et les femmes qui vivent ici n'hésitent pas à relever ces défis. La Bavière, si familière et pourtant insolite. Proche des gens et tournée vers le futur. Le Nebelhorn est un sommet que je qualifierais d'ambivalent. Il offre une vue incroyable et on y ressent des choses très fortes. Mais d'un autre côté, il est très touristique et l'empreinte des hommes y est très visible. Et au fond, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour un tel site. Plusieurs fois primé pour son travail, Michael Becker est un architecte aux idées plutôt non conventionnelles. Concernant le Nebelhorn, il aimerait avant tout lui rendre sa dignité. En tant qu'architecte, notre plus grande responsabilité, c'est de créer des structures qui ne soient pas seulement une expression de notre ego. Il faut respecter les exigences de la communauté en matière de construction et de culture. C'est la qualité première d'un architecte. Il doit toujours garder à l'esprit que son travail, il le construit pour 50, 100 ou 200 ans. Près de 3000 personnes se rendent chaque jour au sommet du Nebelhorn. Pour Michael Becker, le défi majeur consiste à permettre aux hommes d'approcher au plus près la nature sans que la montagne perde son côté intact et sauvage. Il faut que les gens puissent vivre la montagne en venant ici. Pour l'instant, le Nebelhorn a perdu en visibilité. Il y a là-haut des bâtiments imposants dédiés au tourisme et à la restauration. Mais nous voulons faire en sorte que ces infrastructures deviennent invisibles. La montagne doit reprendre la première place, et c'est comme ça que les visiteurs pourront vivre pleinement cette expérience. C'est un sommet très exposé. Les conditions météo y sont extrêmes. Et cela constitue toute la difficulté de notre projet. Mais en même temps, c'est ce qui le rend intéressant et motivant. La viabilisation du Nebelhorn a commencé dès les années 30. Obsédé par l'histoire de ce sommet, Michael Becker a voulu lui redonner son aspect originel. Pour ce visionnaire, la tâche s'annonce immense. Construire la station à l'intérieur de la montagne. Un projet audacieux qui pourrait en inspirer d'autres dans les Alpes.
Un magazine économique m'a appelée la rebelle du lèche. C'est pas faux. Ne plus suivre les règles classiques de l'économie de marché et choisir sa propre voie, c'est une forme de rébellion. Tout a commencé il y a 2 ans avec 3-4 personnes qui savaient coudre et qui m'ont beaucoup appris. Je suis aussi allée à l'université pour apprendre comment tout ça fonctionne. Et aujourd'hui, sur le site d'Augsbourg, j'emploie 90 personnes. Les ateliers fonctionnent presque 24 heures sur 24. Au début, personne n'a cru que Sina Trinkvalder parviendrait à faire revivre l'industrie du textile à Augsbourg. D'autant plus qu'elle n'est pas du sérail. Elle dirigeait auparavant une grande agence de publicité. Ma vie manquait de cohérence. Mon travail consistait à essayer de vendre des produits dont personne n'avait vraiment besoin. Alors qu'ici, il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Son projet est aussi bien écologique que social. À Augsbourg, elle emploie des personnes qui n'auraient que difficilement trouvé du travail ailleurs. Et elle les rémunère plus que le minimum syndical horaire. Une philosophie qui a bien failli mettre en péril l'entreprise. Pendant la phase de croissance, une entreprise a besoin d'argent. Et nous avons donc sonné aux portes des banques. Mais c'était difficile d'obtenir des crédits. Et nous n'en avons d'ailleurs pas obtenu. Aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne chose. Aucune banque ne se mêle de mes affaires. Voilà le nouveau motif. Le tout premier pour le jeans d'Augsbourg. Peu de gens le savent, mais Lévi-Strauss était bavarois. Émigré aux États-Unis, c'est lui qui, vers 1870, a inventé le jean. Sina Trinkvalder entend bien renouer avec cette histoire. Notre meilleure idée a été de nous lancer dans la fabrication de jeans. Personne n'avait osé produire un jeans régional. Ici, nous les fabriquons sans aucun additif chimique, juste avec le matériel nécessaire. Et nous les confectionnons comme ils étaient conçus à l'origine, c'est-à-dire comme des pantalons de travail résistants. Là, on pourrait peut-être rectifier un peu, non? Faudrait voir ça avec des maîtres tisserands. Sina va devoir trouver des artisans qui maîtrisent encore les anciennes méthodes de tissage. Jürgen Geist est biologiste. Il travaille à la protection des cours d'eau et des zones humides. La particularité de cette région, c'est qu'elle abrite une des dernières grandes forêts riveraines. On y trouve une grande variété d'écosystèmes. C'est un milieu qui a sa propre dynamique et qui est riche en habitats et en espèces. La nature n'a regagné ses droits que depuis peu. Je suis très attaché à ces cours d'eau. Ma mission consiste à comprendre comment ces milieux fonctionnent. Il est indispensable de les connaître si on veut offrir un avenir à des espèces qui sont aujourd'hui inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. Le Danube, un fleuve engoncé dans un corset de béton. La domestication du fleuve a privé la forêt qui le jouxte d'un élément indispensable à sa survie, les crues. Longtemps en péril, ces zones sont désormais inondées artificiellement. La renaturalisation de la forêt riveraine est un projet à dimension européenne. Plus de 500 espèces de plantes et d'animaux menacés d'extinction sont ici chez eux. On n'a qu'à essayer là en bas, non? Oui. L'équipe de scientifiques veut analyser le fond des cours d'eau.
On va monter tous les deux. Ça a l'air pas mal ici, non? Oui, ça me semble bien. La composition des différentes couches va permettre de mieux connaître l'habitat de certains poissons originaires du bassin du Danube. Parmi eux, le huchon, ou saumon du Danube, qui ne pond ses œufs que sur un fond de gravier. En quelques minutes, l'azote liquide congèle l'échantillon. Sous cette forme compacte, le gravier pourra plus facilement être analysé. Le fond des cours d'eau est un élément vital pour la survie de nombreuses espèces. Pour les poissons qui pondent sur le gravier, mais aussi pour les nombreuses larves d'insectes qui contribuent à la biodiversité de ces milieux. Super. On a pas mal de gravier. Il y a aussi un peu de sable, mais c'est bon. Les résultats des analyses seront connus dans quelques jours. J'aime bien être dehors, mais je ne veux pas consommer la nature. Je veux au contraire y prendre part, avoir une action utile. Si à travers mes projets, j'arrive à inciter les gens à faire plus attention à la nature, alors je pense que j'aurai atteint mon objectif. Cela donne un sens à mon action. Günther Rauch a choisi le land art pour s'exprimer. L'art avec et dans la nature. Il cherche un site pour une installation. Salut. Alors, t'as trouvé un endroit? Je ne sais pas trop. J'ai quelques options, mais je ne suis pas encore complètement décidé. Je recherche un site pour mon projet Porta Alpina. J'aimerais ériger en pleine nature une porte à travers laquelle on peut passer. Il faut que ce soit un site particulièrement beau, au milieu des montagnes. Plus c'est caractéristique, mieux c'est. Il faut que les gens puissent regarder à travers la porte et aussi qu'ils puissent aller de l'autre côté. Et si derrière il y a une vue sur la vallée, c'est génial. On veut inciter les gens à réfléchir, éveiller leur conscience vis-à-vis de la nature, parce que nous nous en éloignons de plus en plus. Avec Porta Alpina, Günther Rauch veut susciter une émotion. Les portes doivent offrir aux visiteurs de passage un moment de répit, une pause dans leur vie. À travers tout le massif alpin, il a déjà installé 20 portes. Chacune est unique. Günther Rauch passe beaucoup de temps à rechercher les bons matériaux pour son projet. Salut Günther. Salut, je te présente Tom. Salut Tom. Je viens voir les poutres dont on a parlé. Oui, très bien. J'ai hâte de les voir. Allons-y. C'est important pour moi que le matériel que j'utilise pour les installations ait déjà servi. Si je ne le prenais pas, il pourrirait ou serait jeté. Il ne prend de la valeur que quand on en fait quelque chose, quand il devient une porte.
5 mètres. C'est suffisant. Les poutres sont idéales, mais elles pèsent lourd. Günther Rauch va avoir besoin d'un sérieux coup de main pour les acheminer à 2000 mètres d'altitude. Tu nous les donnes? C'est pour la bonne cause et pour un artiste sans le sou. On n'a qu'à jouer ça aux cartes. Je ne sais même pas jouer aux cartes. La centrale hydroélectrique de Kempten, construite sur l'Iller. Une construction futuriste et osée dans une région où l'habitat est plutôt traditionnel. Mais l'architecte Michael Becker, concepteur du projet, a su convaincre les exploitants de lui faire confiance. Un glacier en train de véler, un dauphin, une vague. On peut tout imaginer en regardant la centrale hydroélectrique. C'est d'ailleurs ce qui fait son succès. Et c'est aussi la raison pour laquelle les gens ont si bien accepté le projet. Inauguré fin 2010, 25 000 personnes ont déjà visité le site. Quand on voit le nombre de visiteurs, on a presque du mal à y croire. On a probablement su créer une atmosphère vraiment spéciale pour que la population soutienne autant le projet. Situé dans un cadre magnifique, le long des berges de l'Iller, le gigantesque édifice de béton long de 150 mètres s'intègre harmonieusement dans le paysage. C'est ce que Michael Becker souhaite aussi pour son projet au Nebelhorn. En 1930, le plus long téléphérique du monde y fut construit. Une prouesse technique qui permit l'essor du tourisme de haute montagne. Durant la phase de conception, le travail de Michael Becker s'apparente à celui d'un sculpteur. Toutes les maquettes des projets sont réalisées à la main. Et quand il a enfin trouvé la forme parfaite, la maquette est numérisée. Une architecture de qualité est une architecture entièrement liée à un lieu. Le projet ne doit pouvoir fonctionner que sur un site précis et ne répondre qu'à une situation spécifique. Ça passe par l'émotion. Une construction doit émouvoir les gens. Michael Becker a imaginé un projet unique en son genre. Il a l'intention de cacher presque entièrement les bâtiments et de rendre à la nature ce qui lui a été pris. Nous voulons que le travail architectural n'apparaisse que dans un second temps. Ce qui doit primer, ce sont la nature et les montagnes. C'est d'ailleurs pour voir les montagnes que les visiteurs se rendent sur le Nebelhorn. Ils veulent être au plus près de la nature, avoir une vue dégagée, voir les montagnes et s'approprier le sommet. Et le Nebelhorn est plus beau que tout ce que l'homme peut construire. Jürgen Geist et ses collègues tentent de déterminer à quelle espèce de crustacés ils ont affaire. Leur présence dans les cours d'eau prouve qu'ils sont riches en oxygène, une condition indispensable à la survie des poissons. Je crois que c'est une nouvelle espèce. Elle a 2 bosses. Ça doit être le Dicerogamarus. Un Dicerogamarus, c'est sûr. Il faut voir si c'est le Vilosus ou un autre. Dans la région du Danube, on est confronté à une prolifération de ces crevettes tueuses. C'est une espèce invasive qui élimine progressivement les gamards naturellement présents ici. Les espèces invasives viennent de la mer Noire et de la Caspienne. Ce qu'on appelle la crevette tueuse en est le parfait exemple. Dans les cours d'eau que nous étudions, il reste encore des espèces natives de crustacés. Il sera intéressant de voir comment la situation évolue. Les forêts riveraines seraient donc également touchées par la mondialisation. Aux côtés de Jürgen Geist et de ses collègues,
des spécialistes en botanique, des entomologistes et des hydrologues étudient eux aussi ce milieu fragile. Parfois, il faut prendre un peu de hauteur. Ce jour-là, Jürgen Geist a rendez-vous avec une spécialiste en thermographie aérienne. Ils veulent évaluer la répartition des températures de l'eau dans la forêt inondée. Je propose qu'on survole d'abord ce barrage sur le Danube, et puis on continuera vers le sud. À l'est, il y a le lac. Il faut que tu veilles à une chose, Evie. Il faut absolument qu'on ait dans nos relevés la zone centrale du lac. Pour le biologiste, la répartition des températures est un élément capital. Car plus les températures d'une zone sont variées, plus elle peut abriter d'espèces. Quels sont les écarts de température? Le rouge, le jaune et le violet montrent de grands écarts de température. Les mesures thermographiques prouvent que la zone peut offrir un habitat à une grande diversité d'espèces. Il te faut les mesures des berges? Ce serait pas mal. Il est de notre responsabilité de comprendre l'écosystème des cours d'eau, de savoir comment ils fonctionnent et dans quelle mesure l'intervention humaine le perturbe. C'est indispensable si nous voulons préserver ces milieux. Dans quelques semaines, Jürgen Geist saura si les mesures prises du ciel confirment celles effectuées au sol. Pour réussir à imposer son jean équitable Made in Bavière, Sina Tringwalder a dû surmonter bien des obstacles. Une des difficultés fut de trouver des tisserands qui travaillent sans produits chimiques. Bonjour, Bonjour, Madame Tringwalder. j'ai rendez-vous avec mon tisserand. La seule solution, c'était d'aller au musée du textile d'Augsbourg. Et là, les tisserands des anciens m'ont dit « Ok, on va t'aider, on y arrivera ». J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ça nous a demandé tant de travail. Vous allez voir, le fil est vraiment très bien. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil, c'est vraiment super. Aucune fibre ne dépasse, le fil est impeccable. D'anciennes techniques de tissage sont testées sur des machines modernes. C'est finalement loin des ateliers d'usine, dans un musée, que le jean imaginé par Sina Tringwalder prend forme. C'est génial quand les choses prennent vie, surtout quand il s'agit d'objets concrets. En tant que publicitaire, tu passes 3 semaines sur ton ordinateur à fignoler une présentation et à réfléchir à un concept. Mais ici, on s'occupe de fils. Tu peux toucher. Avec un métier à tisser, au bout d'une demi-heure, tu peux tenir un morceau de tissu dans tes mains, le sentir. On ajoute une trame. Avoir un produit fini devant soi, c'est un moment indescriptible. Et ça vous réconcilie avec tous les efforts qu'il a fallu pour en arriver là. Le premier lait de tissu, sans produits corrosifs, sans colorant. Et il a été tissé ici, dans le musée du textile d'Augsbourg. La jeune femme d'affaires prend part à toutes les étapes de la fabrication. C'est ainsi qu'elle conçoit son travail.
quand une gauchère essaye de couper. Je crois que mon principal avantage, c'est que j'y connais rien. Cela me donne la possibilité de réfléchir à des solutions nouvelles. Certains diraient, on a toujours fait ça comme ça. Pas moi, parce que je ne sais pas comment on a toujours fait. Je me lance à fond et peu à peu, je finis par apprendre le métier. Pour l'instant, les ouvriers cousent des sacs en coton biologique. Mais bientôt, la première collection de jeans made in Bavière sortira de ces ateliers. Les porteurs sont prêts pour l'ascension. Ils vont transporter 400 kilos de poutres en bois. Je vais bientôt savoir si mon projet tient la route et si ça fonctionne avec l'équipe que j'ai rassemblée. On n'est pas très nombreux et le chemin est assez difficile parce qu'il a plu. Quelqu'un pourrait glisser et se faire mal. On va espérer que cela n'arrive pas. On va bien voir comment ça va se passer. Lestés de 35 kilos, les hommes vont devoir affronter un dénivelé de 1000 mètres. Pendant près d'une heure, le groupe suit le cours d'un torrent. Günther Rauch refuse d'utiliser un hélicoptère pour le transport du matériel, pour préserver l'environnement. Parmi les porteurs, la plupart sont des amis de l'artiste, des amoureux de la montagne. D'autres sont venus donner un coup de main parce qu'ils ont entendu parler du projet. Que ce soit par curiosité, par goût de l'aventure ou par conviction, les porteurs sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Ce projet a pris une place très importante dans ma vie. Et j'aimerais partager avec ces gens autour de moi le bonheur que j'éprouve. Et ce qui le provoque, c'est l'effort physique d'une part et aussi la conscience de faire quelque chose de beau. Écoutez-moi, on va passer dans le fond de cette vallée. Faites bien attention. Vous portez des charges lourdes et le chemin est vraiment raide. Ce n'est pas sans danger. Dans le Wittelsbacher Land, Sina Tringwalder est à la recherche de fournisseurs de matières premières. Elle a trouvé un berger qui possède quelques 600 moutons mérinos, connus pour la très haute qualité de leur laine. Malgré cela, le berger a longtemps eu du mal à vivre de son métier. Grâce à Sina Tringwalder, les affaires vont aller mieux. La jeune femme compte faire des pulls. Regardez, Madame Tringwalder. Elles font plaisir à voir, ces jeunes brebis. Dans un an, elles auront des petits. On voit déjà que la laine est bien régulière. Ici, on a des bergers, des ateliers qui fabriquent du fil. Il y a les matières premières et la possibilité de sous-traiter dans la région.
Il ne s'agit pas seulement de notre petit atelier de couture. Il faut voir ça comme des cercles concentriques qui s'élargissent. Et si tout va bien, nous atteindrons notre but, qui est de redonner du travail à un maximum de gens dans la région et un sens à leur vie. De la conception à la réalisation du projet, il a fallu 2 ans. Pour moi, le jeans d'Augsbourg est à l'image d'un long chemin, fait de haut et de bas. Le tissu que nous avons réussi à fabriquer ressemble vraiment à la toile de jeans telle qu'elle était à l'origine, sans additifs, sans produits chimiques. Et ça marche. Via un site internet, le jean Made in Bavière peut désormais s'exporter dans le monde entier. J'espère que d'autres suivront, que d'autres entrepreneurs qui aujourd'hui n'ont pas le courage de se lancer oseront au moins essayer. Et ils verront qu'ils y prendront du plaisir. Et c'est comme ça qu'un jour, on inversera la tendance. Grâce à son courage et à son engagement, Sina Tringwalder a renoué avec le passé de la ville, quand Augsbourg était un des centres européens de l'industrie textile. Günther Rauch et ses porteurs sont arrivés au passage critique de leur ascension. Le groupe marche depuis 4 heures. « 300 mètres de descente abrupte attendent les hommes. Günther Rauch porte lui aussi un bout de poutre, mais ce n'est pas la seule chose qui pèse sur ses épaules. Je suis responsable de ces gens. C'est quelque chose que j'ai ressenti très fort durant l'ascension. D'autant plus que le chemin était dangereux. Mais à chaque fois que je me retournais et que je voyais ces personnes derrière moi, avec leurs poutres, tout ce poids qu'ils ont porté pour qu'on mène à bien cette action, cela me touchait beaucoup. Je suis fier d'avoir su fédérer des gens autour du projet. Mission accomplie. Le groupe a atteint un plateau non loin du refuge Waltenberger House. Je suis plutôt un solitaire. Mais pour concrétiser mes projets, j'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin de gens qui participent et ça me fait beaucoup de bien. Jamais auparavant je n'avais travaillé de façon si intensive avec d'autres. Ce sont des amis. Aber die 9, die geht hierher. 9 zu 8. Les randonneurs qui arriveront ici regarderont la porte. Elle va peut-être un peu les irriter au début, mais sans doute qu'ensuite, ils vont connaître ce que j'ai ressenti quand on a monté la structure. Une expérience forte, quelque chose qui les retient un moment, qui les fait ralentir et qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Gut, schaut's aus. Sieht schon mal gut aus, oder? Gut, jetzt sicher. Dans l'Himalaya, les gens pensent qu'une prière accrochée au vent se multiplie. C'est une idée qui nous touche beaucoup. Nous sommes tous très attachés à la montagne. Et l'Himalaya et les Alpes, finalement, c'est un peu le même monde. So, wie schaut's aus so? Super. Gut. Einwandfrei. Wunderbar. Schön. Gut, Günther. Prima. Hey.
Ça y est, la porte est installée. Je me sens vraiment bien. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens. Elle est si belle avec ses drapeaux de prière qui flottent au vent. C'est juste incroyablement beau. Son prochain projet conduira Günther Rauch dans les Alpes italiennes. Dans le Val Venosta, il veut installer 3 portes, ouvertes vers un autre monde. Depuis 2 ans, quand le niveau du Danube monte trop, les barrages relâchent progressivement de l'eau dans les zones jouxtant le fleuve. Le Danube a retrouvé ses crues. Jürgen Geist et ses collègues peuvent ainsi suivre de près la renaturalisation de la forêt riveraine et ses cours d'eau. Ce projet est un projet phare à l'échelle internationale. Les résultats auxquels nous arrivons localement seront riches en enseignements et serviront pour d'autres projets dans d'autres régions. On va passer devant cet arbre et remonter le long de la rive, ok? Pour connaître la diversité et l'état des stocks de poissons, les scientifiques ont recours à la pêche électrique. Les poissons ne sont que légèrement anesthésiés par le courant qui passe dans l'eau. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en très peu de temps, des espèces menacées d'extinction ont repeuplé ces zones et elles s'y reproduisent. On n'avait pas prévu que cela arriverait. Cela montre qu'il y a moyen de sauver des espèces, même dans des régions à forte densité humaine. C'est bon, on a terminé. On va ranger les épuisettes. Des espèces emblématiques du Danube, comme le barbeau, le hotu et le huchon, sont de retour. Quant au stock d'autres espèces, ils sont restés stables. On a un beau brochet. Il était le long de la rive, dans le bois mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout des gardons, mais aussi des bouvières. J'aimerais que tout ce travail d'étude et de recherche, tout ce qu'on a appris sur le fonctionnement de la forêt riveraine, que tout cela ne reste pas uniquement un savoir, mais qu'on ait le courage de s'engager pour la préservation de cette biodiversité. Jürgen Geist, biologiste passionné qui enseigne dans plusieurs universités, est bien décidé à faire en sorte que la forêt riveraine continue à être inondée artificiellement. Car elle ne survivra qu'à cette condition. Michael Becker est fasciné par les forces de la nature. La région du Nebelhorn le conforte dans sa vision d'une architecture respectueuse de son environnement, tout en étant tournée vers l'avenir. Il n'y a pas de recette pour créer des endroits qui dégagent une atmosphère particulière. Tout est lié à la lumière, au matériel, à l'acoustique, etc. Ce sont les caractéristiques d'un lieu qui nous intéressent. Concevoir quelque chose qui ne peut fonctionner qu'ici et nulle part ailleurs. Avant de commencer les travaux,
l'architecte veut effectuer des prélèvements du sol. Il a rendez-vous avec le maître d'ouvrage et un géologue pour savoir si les forages peuvent avoir lieu. Mais tout le monde a été surpris par l'arrivée précoce de l'hiver cette année. La neige a presque tout recouvert. Ça va être difficile. On va aller voir avant de décider. Pour effectuer les forages, il faudrait faire venir par les routes du matériel très lourd. Mais le risque de rester bloqué dans la neige avec les machines est trop grand. Personne ne sait quand les travaux pourront commencer. Mais pour Michael Becker, ce n'est pas vraiment un problème. Il y aura sans doute d'autres retards pendant la phase des travaux. On n'a aucune garantie. Il faut prendre ça en compte. Mais si on commence à se plaindre, c'est qu'on n'est pas les bons architectes pour le projet. Ce retard nous offre un répit pour revoir une fois encore le projet, pour réfléchir à sa conception. C'est finalement un temps précieux qui nous est donné. Cela n'arrive jamais sur un chantier normal. Le plus beau serait que ce projet aide les gens à lever les pieds, à ralentir le rythme. Il faudrait que les visiteurs, quand ils sont là-haut, prennent le temps de réfléchir à la montagne, à ce que les hommes lui font subir, toutes ces constructions qu'on y érige, et qu'ils redescendent dans la vallée riche de ces réflexions.